Et donc pour ça, je vais partir de deux situations concrètes qui sont deux situations extrêmes. Une situation où j'ai construit un tableau de données avec des différences entre mes groupes, et l'autre situation où j'ai construit mon tableau de données avec peu de différences entre les groupes. Et on va voir comment on peut mettre en évidence, comment on peut construire un indicateur qui soit pour un des groupes, pour une des situations telle qu'il puisse mettre en évidence que dans cette situation-là, il y a des différences et que dans l'autre situation, il y en a pas. Donc je prends deux situations concrètes. Des élèves du secondaire qui ont divers résultats à des matières différentes. Toutes les matières sont également faciles ou difficiles, c'est la question qu'on se pose. Et la deuxième situation, des sujets qui passent divers tests supposés cibler le même trait. Est-ce qu'ils mesurent vraiment le même trait? Donc si vous lisez déjà les deux questions, vous voyez que vous avez un ensemble de sujets statistiques qui sont les élèves d'un côté et les sujets de l'autre, qui ont été mesurés dans différentes conditions. Dans la première, c'est différentes matières, et dans les secondes, ils ont passé différents tests, censés cibler le même trait. Donc, on a ici des ensembles de mesures appareillées, puisque c'est un ensemble de sujets statistiques qui ont été mesurés plusieurs fois. D'accord? Alors, voilà la première situation. Donc, vous avez vos 6 individus statistiques et vous voyez les résultats en maths, en français et en latin. Et donc, on se pose la question, eh bien, est-ce que toutes les matières sont également faciles ou difficiles? Sous-entendu, si les scores des sujets sont identiques dans les trois matières, c'est que si les scores des sujets sont identiques dans les trois matières et élevés, on suppose que les trois matières sont faciles. Si les scores des sujets sont faibles dans les trois matières et identiques dans les trois matières en moyenne, grosso modo, c'est que les trois matières sont difficiles. Eh bien, on peut imaginer une matière où les sujets ont bien réussi et l'autre où ils ont mal réussi. Donc, si vous regardez ça, déjà, intuitivement, en regardant simplement le nombre, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vois qu'en mathématiques, c'est là qu'ils obtiennent les résultats les plus faibles. En français, les meilleurs résultats. Et en latin, ça a l'air plutôt mitigé, puisqu'on a à la fois des scores élevés et des scores plus faibles. Donc, on a des notes mauvaises en maths, des notes bonnes en français et des notes moyennes en latin. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, il semble qu'il y ait effectivement des différences entre les matières, puisque les notes des étudiants ne sont pas identiques et que, globalement, une des matières a l'air de remporter des notes mauvaises, une autre des notes bonnes et une autre des notes moyennes. Et donc, on peut dire qu'il y a des différences dans ce cas-ci. Donc là, c'est ma situation où j'ai fait exprès de poser le fait qu'il y ait des différences entre mes ensembles de mesures appareillées. Attention, j'insiste sur appareillées. Situation numéro 2, des sujets qui passent des tests, qui sont supposés cibler le même trait. Est-ce qu'ils mesurent tous le même trait? Si les tests mesuraient tous le même trait, on devrait avoir des scores identiques pour les trois tests. Si on regarde la distribution des scores, on voit que pour le test 1, il y a des petits scores 25, 35, mais des scores plus élevés, 65, 98, d'accord. Le test 2, même chose, il y a des petits scores et des grands scores, et le test 3, on a des petits scores et des grands scores. Donc là, score varié, score varié, score varié, et grosso modo, en fait, en moyenne, grosso modo, les trois tests ont l'air sur ces sujets-là en tout cas, de donner des moyennes identiques. Donc on a ici un tableau où il n'y a pas de différence. Et donc maintenant on se dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait construire un indicateur qui permettrait de différencier ces deux situations? Je prends ma situation numéro 1, et donc je me dis, tiens, là c'est des valeurs petites, là c'est des valeurs moyennes, et ça c'est des valeurs grandes. Petit score, grand score, moyen score. Et donc, ce qu'on va dire, tiens, on va ranger les différents scores. J'oublie les valeurs métriques, je range mes données, je transforme mes données métriques en rang. Et donc, à l'intérieur de chaque individu. Donc, pour l'individu numéro 1, le 10, je lui donne le rang 1, le 15 en latin, je lui donne le rang 2, et le 18 en français, je lui donne le rang 3.
D'accord? Et je fais ça pour chaque individu. Donc on donne toujours le rang le plus petit au score le plus faible. Et puis donc ici, je range mes scores à l'intérieur de chaque individu statistique. J'obtiens donc un tableau des rangs qui est celui-là. Donc je vous ai remis, vous ne l'avez pas dans les slides, mais je vous ai remis ici le tableau des scores et ici vous avez le tableau des rangs correspondants. Et vous voyez que finalement on n'a effectivement que des rangs 1 dans la première colonne, des rangs 3 dans la deuxième colonne et des rangs 2 dans la deuxième colonne. Ok? Si je fais ça pour la situation 2, je vous ai remis le tableau des scores ici. Vous voyez que je vais mettre 52, je vais lui donner le rang 1, puis 65, je vais lui donner le rang 2, et puis 78, le rang 3. 2, 3, 1. D'accord? Et je fais ça aussi pour chacun de mes individus. Et là, ce que je remarque par rapport à la situation précédente, c'est qu'à l'intérieur d'une colonne, j'ai à la fois des petits rangs et des grands rangs. Donc je renforce l'idée que dans ce tableau-ci, il n'y a pas de différence de colonne à colonne, tandis que dans le tableau précédent, situation 1, il y a des grosses différences de colonne à colonne. Question qu'on se pose donc, c'est comment est-ce qu'on peut quantifier globalement que les colonnes contiennent des rangs similaires ou des rangs différents? Comment est-ce qu'on pourrait mettre en évidence cela? Donc je vais prendre mes deux situations, et la première idée que j'ai, c'est bien, je vais faire la somme des rangs par colonne. Puisque je vais montrer les différences entre mes colonnes, je me dis, tiens, je vais faire la somme des rangs dans mes colonnes, et si j'ai des petits rangs, je vais avoir une petite somme, si j'ai des grands rangs, je vais avoir une grande somme. D'accord? Donc j'ai fait ça pour chacune des colonnes, dans ma situation 1 et dans ma situation 2. Et ce qu'on obtient, c'est dans la situation 1, effectivement, les sommes de rangs par groupe de mesures appareillées sont différentes, tandis que dans ma situation 2, les sommes des rangs de colonne à colonne, j'obtiens 12, 12, 12. Là, on a des sommes de rangs identiques. Donc on voit que dans la situation qui était, il y a des différences. Effectivement, la somme des rangs semble intéressante parce qu'elles sont différentes. Et dans la situation 2 qui était, il n'y a pas de différence, la somme des rangs semble intéressante parce qu'elle ne montre pas de différence entre elles. Donc, dans rien que ces sommes de rangs, on a gardé l'information des différences dans la situation 1, pas de différence dans la situation 2. C'est ce que j'ai indiqué ici. Lorsqu'il n'y a pas de différence intercolonne, les sommes sont constantes. C'est la situation 2. Par contre, elles sont variables quand il y a des différences intercolonnes. Donc quand je dis il y a des différences entre les sommes de rangs, en tout cas il y a une variabilité entre ces sommes de rangs qu'il n'y a pas dans le tableau où il n'y a pas de différence entre les colonnes. Et donc on voit que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas ces sommes de rangs en tant que telles, mais c'est la variation de ces sommes de rangs à l'intérieur de mon tableau. C'est la variabilité de ces sommes de rangs. À gauche, situation, il y a des différences entre les colonnes, les sommes de rangs sont variables. À droite, situation où il n'y a pas de différence, les sommes de rangs ne sont pas variables. Donc ce que je disais, je vais jamais plus loin. Donc le poids global des rangs, colonne par colonne, apparaît plutôt comme un bon indicateur. Ce que j'appelle le poids global, c'est les sommes. Ça apparaît comme un bon indicateur, on est d'accord. Mais c'est plus la variabilité de ce poids qui est indicatif du fait qu'il y a des différences entre une situation et l'autre. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Ok, donc on va aller plus loin. Donc on a dit quantifier, normalement il faut un nombre. Un nombre qui représente le premier tableau, un nombre qui représente le deuxième tableau. Pour le moment, on est en train de regarder trois nombres et de se dire, tiens, dans un tableau, les nombres sont variables, dans l'autre, les nombres ne sont pas variables. Donc comment quantifier cette variabilité? Alors une idée qu'on a, c'est qu'on va, puisqu'on veut qu'un nombre, on va faire la somme de ces sommes de rangs. Donc je vais faire d'un côté 6 plus 18 plus 12, et de l'autre côté, je vais faire 12 plus 12 plus 12, pour n'obtenir qu'un nombre dans chacun des deux tableaux. Essayons de sommer ces sommes de rangs pour n'avoir qu'un seul nombre pour un tableau. Le souci, c'est qu'en faisant la somme des rangs, ce qui est tout à fait logique évidemment, c'est que j'obtiens le même nombre dans les deux tableaux. 6 plus 12 plus 18, ça fait 36, 12 plus 12 plus 12, ça fait 36 aussi. Mince alors, on vient de perdre l'information de différence entre mes deux tableaux puisque je suis tombée sur deux nombres qui étaient identiques en faisant les sommes de rangs.
Donc ça ne va pas. C'est pas une bonne idée. On n'arrive pas à différencier les deux tableaux, les sommes des sommes de rang, mais bon, pas un bon indicateur. Donc il faut trouver autre chose. Et ce qu'on a trouvé, c'est de d'abord mettre ces sommes de rang au carré. Je reprends mes sommes de rang, 6, 18, 12, je les mets au carré, 36, 324, 144. Je fais la même chose de l'autre côté, 12 au carré, c'est 144. Et donc là, c'est encore plus variable. D'accord? La variabilité, vous l'avez encore exacerbée dans ce tableau-là par rapport à celui-là. Là, c'est identique, mais là, j'ai augmenté les différences en mettant au carré. C'est un truc en mathématiques, quand on veut amplifier les différences entre des choses, on les met au carré, on va voir que les différences, évidemment, on va être mises au carré, donc c'est pire encore. Donc, essayons d'élever chaque somme de rang de colonne au carré. Donc, on obtient les 36, 324, 144 là. Et puis, comme je veux qu'un nombre, je les somme cette fois-ci. Donc, je fais la somme des carrés, des sommes des rangs. Et si je fais la somme de 36, 324, 144, j'obtiens 504. Et si je fais la somme des 144 plus 144 plus 144, j'obtiens 432. Ah ben je suis contente. J'ai obtenu deux nombres, enfin j'ai obtenu une manière de calculer un nombre sur chacun de mes deux tableaux, de telle manière à ce que quand j'ai des différences, cet indicateur, ce nombre est grand, et quand j'ai pas de différence, cet indicateur, ce nombre est petit. D'accord? Et donc on voit que la somme des carrés des sommes de rang est cette fois-ci un bon indicateur des différences qui existent entre les deux tableaux. Et vous allez voir qu'une des procédures, la procédure de Friedman, elle est exactement basée là-dessus. Elle va construire ce qu'on va appeler une statistique basée sur les sommes des carrés des sommes des rangs du tableau, que l'on va rapporter à une distribution de probabilité et voir si les différences sont alors significatives. Ça, on va passer simplement pour vous. Voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que donc, ce qu'on voit, c'est que cette somme des carrés des sommes de rang, d'accord, les sommes des carrés des sommes de rang, c'est le nombre, est un nombre dont les variations sont liées à celle de la différence entre les groupes de mesures qui forment les colonnes. J'avais une situation où il y avait des différences entre les colonnes, l'indicateur que j'ai calculé est grand, c'était la situation 1. J'avais une situation où les différences entre les colonnes étaient quasi inexistantes, mon indicateur était petit. Donc on a trouvé un indicateur qui varie, qui est lié positivement, qui varie avec les différences entre groupes. Plus les différences entre groupes sont importantes, plus cet indicateur est important. Donc ça c'est intéressant, j'ai voulu trouver une manière de quantifier les différences entre mes deux tableaux. Et c'est ça que je vais utiliser dans ma procédure non paramétrique. Donc on a trouvé ce qu'on appelle un indice de différenciation. Et donc les démarches des différents tests, c'est toujours ça. C'est qu'on va, à partir du tableau de données métriques, se donner une manière d'attribuer les rangs à mes scores dans mon tableau. Donc je me donne une politique de rangement. Et on verra, en fonction des trois procédures, enfin des quatre, Friedman, L2Page, et W-Kendall, que la politique de rangement interne du tableau sont un peu différentes. En tout cas, elles sont les mêmes pour Friedman et L2Page, un peu différentes pour Kruskal-Wallis et différentes pour W-Kendall. Donc il faut d'abord choisir une politique de rangement. Dans le cas qui nous a occupé jusqu'ici, la politique de rangement, c'était je range à l'intérieur des individus statistiques. D'accord? Je prends les scores pour un individu statistique et je donne les rangs à ce moment-là. Ensuite, j'identifie une propriété du tableau qui informe sur l'hypothèse nulle. Mais ici, c'était lorsqu'il n'y a pas de différence intercolonne, les sommes sont constantes. C'est ça que j'ai utilisé comme propriété du tableau pour essayer de mettre en évidence le fait qu'il y a des différences ou pas. J'essaie de mathématiser, de quantifier cette propriété du tableau. Donc, j'essaie de trouver un indice de différenciation. On verra que pour Friedman, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On va appeler cet indice de différenciation, cet indicateur, on va l'appeler H. Que dans le L de Page, ça va être un petit peu différent, on va l'appeler L. On va le calculer un peu de manière différente. Dans Kruskal-Wallis, encore de manière un peu différente. Mais les étapes, ce sont toujours les mêmes.
Et donc ici, c'est élever au carré les sommes de rang, et puis faire la somme de ces carrés. Et puis rechercher un critère pour estimer la magnitude de l'indice de différenciation, et ça, c'est le processus de recherche de vraisemblance, et donc le report de cette valeur du différenciateur dans une distribution de probabilité. Ou une distribution paramétrique, ça va dépendre du test qu'on va utiliser. Et c'est tout. Si vous avez compris ces procédures-là, après, ce ne sont que des recettes de cuisine. Il faut juste que vous ayez compris dans quelle situation vous allez utiliser telle ou telle procédure. Maintenant, je pense à citer sur des situations.